Bah écoutez, félicitations, vous êtes autiste sans déficience intellectuelle. Ok, et ça veut dire quoi? Oui, alors en fait c'est le nouveau nom d'Asperger. Vous voyez, je savais même pas qu'elle avait fait une transition, pardon. Et du coup c'est pas gentil d'utiliser son dead name. Bah, enfin mais non. Mais je croyais qu'elle était nazie. Alors, oui, mais par contre, on est d'accord que Asperger c'est pas une femme, hein. Ah ok, pardon, non binaire. Sans déficience intellectuelle, ça veut dire que vous êtes pas teubé. Ah. Ça veut dire que du coup, normalement les autistes ils sont censés être teubés, c'est ça? Bon, n'utilise pas ce mot-là, mais on le pense très fort, oui. Je peux voir un autre médecin ou pas? Je suis pas médecin, je suis neuropsychologue. Bon, le déficit. Et concentrez-vous bien parce que je sais que dans les prochaines semaines, vous verrez pas beaucoup de vidéos qui parlent de déficit sans parler d'économie, donc... Même s'il n'existe que comme un qualificatif dans la logique classificatoire, donc dans le DSM ou la CIM, le déficit est une catégorie psychiatrique absolument centrale dans la subjectivité acquise du soignant. Et vous avez rien compris. C'est normal. Ça va venir. Ce que ça veut dire tout ça, c'est que dans le DSM-5 ou la CIM-10, qui sont donc les références en termes de classification diagnostique pour le sujet d'aujourd'hui, là, enfin, en général, le mot déficit, la seule chose à laquelle il sert, c'est à décrire la sévérité d'un trouble qu'on a déjà diagnostiqué. Trouble anxieux avec déficit fonctionnel exécutif. Épisode maniaque avec déficit du jugement critique. Schizophrénie avec déficit affectif prédominant. Stress post-traumatique avec déficit de la cognition sociale. Il balèze celui-là. Ou encore, trouble de la personnalité borderline avec déficit de la régulation affective. Donc le déficit n'est pas en lui-même le diagnostic, il est une précision sur l'impact négatif qu'a le truc qui a été diagnostiqué sur le patient ou la patiente. Donc c'est un symptôme négatif. Et en général, dans les cas que j'ai cités, c'est plutôt sur les symptômes négatifs que sur les symptômes positifs qu'on va se concentrer. Et là, il faut que j'explique. Je le dis maintenant, je vais sûrement le redire 50 milliards de fois sur cette chaîne, mais c'est bien d'insister là-dessus. Positif et négatif, ça veut très rarement dire bien et pas bien. Un symptôme positif, c'est un marqueur associé à un trouble qui est basé sur la perte, la diminution ou l'appauvrissement d'un truc. Par exemple, perdre la vue, c'est un symptôme négatif. Perdre la mémoire, c'est pareil. Vous n'avez pas un nouveau truc qui est apparu, il y a un truc qui était déjà là, et bah, maintenant il est moins là, ou plus du tout là. Et donc quand c'est quelque chose qui était pas là, ou pas beaucoup là, et qui d'un coup est là, ou encore plus là, on parle de symptômes positifs. Les hallucinations, la douleur, l'agitation, l'hypervigilance, les tremblements, etc. ce sont des symptômes positifs. Donc je sais que ça paraît paradoxal, mais la thérapie par électrochoc, par exemple, c'est du renforcement positif. Parce qu'on ajoute de la douleur quand vous faites un truc pas bien. Un renforcement négatif, ce serait, bah, chaque fois que vous faites un truc pas bien, on vous prive de dessert. Donc le déficit, qui signale un symptôme négatif, la perte d'une fonction ou d'une compétence, n'existe que comme qualificatif dans la logique classificatoire, donc dans le DSM et dans la CIM, déficit c'est jamais tout seul. Voilà, il n'est pas le diagnostic. Mais pour autant, le déficit est quand même une catégorie psychiatrique centrale dans la subjectivité acquise du soignant, ou de la soignante. Ce que ça veut dire, c'est que celui ou celle qui vous soigne, le ou la psychiatre, a appris à concevoir sa patientèle, vous, à travers une grille de lecture qui se concentre presque uniquement sur une vision déficitaire de son tableau clinique. Parce qu'aujourd'hui, en psychiatrie, c'est le paradigme qui est enseigné. Donc, un paradigme, c'est un cadre d'interprétation majoritaire, ou en tout cas très bien incarné. C'est les lunettes avec lesquelles on regarde le réel. Par exemple, dans la question des sciences sociales, le paradigme, souvent, c'est le paradigme de la lutte des classes. Dans les sciences politiques ou en diplomatie internationale, on a le paradigme de la démocratie. En physique, le paradigme qui dominait pendant longtemps avant, c'était le paradigme newtonien. Et bien aujourd'hui, c'est le paradigme relativiste. Bon, ça va ça. Et donc, en psychologie, en psychiatrie, en neuropsychologie et surtout en neuropsychologie, le paradigme qui domine est, pour ma part, ce que j'appelle le paradigme déficitaire. C'est mon mot. Apparemment, ça se dit aussi en économie, donc ça n'a rien à voir. Là, ici, c'est mon mot. Donc ça veut dire que si vous êtes chercheur ou chercheuse en psychologie ou en sociologie et que vous voulez utiliser ce mot-là, il faut me citer. Et si vous voulez mon DOI, il est là. À mon avis, 4 personnes ont compris cette blague, aucune n'a ri. Donc quand je parle de paradigme déficitaire, ce que je dis, c'est que le paradigme de la santé mentale aujourd'hui en Occident, il est basé sur une construction du patient ou de la patiente comme d'une personne déficiente. Ça veut dire que les lunettes que le soignant ou la soignante met font voir les gens non pas comme différents, non pas comme souffrants, mais comme déficients
incomplet, cassé ou dysfonctionnel. Voir quelqu'un comme déficitaire, c'est pas juste décrire son trouble, c'est produire une image d'ensemble. On parle de quelqu'un qui manque, qui est amoindri, qui a perdu quelque chose. Et cette manière de voir, quand je vous la décris comme ça, elle vous paraît certainement assez évidente. Elle a totalement infiltré la façon dont le soignant pense l'évolution possible, les chances de récupération et les objectifs réalistes ou non du soin. Donc la mesure du déficit d'une personne, c'est ce qui va guider son pronostic, son projet de soin et sa relation thérapeutique. Et parce que du coup la relation, elle devient asymétrique au carré. Le soignant, il est déjà de base au-dessus de vous, parce que vous êtes malade, lui, il est sachant. Donc, ça, voilà. Mais en plus, là, maintenant, vous êtes déficient. C'est super infantilisant d'être perçu comme déficient. Ça veut dire, en gros, tu seras jamais capable, donc on va prendre soin de toi, tant bien que mal. Mais souvent malgré toi. C'est encore un de ces trucs où je vous jure que pour accompagner au quotidien une personne qui est en fauteuil roulant, vous pouvez pas vous imaginer le niveau de décibels dont les gens sont capables. On va faire la piqûre, monsieur. Vous tendez votre bras? Il comprend ce que vous dites, il peut juste pas marcher. Parce qu'évidemment, vous l'avez compris, même si beaucoup de médecins ont du mal apparemment, on n'est pas juste déficitaire. Il faut avoir un déficit de quelque chose. Souvent d'un truc bien précis. Fonction exécutive, jugement, mémoire, intelligence, cognition, j'en ai déjà cité quelques-uns, ce sont des dimensions du fonctionnement psychique qu'on arrive le plus souvent assez bien à identifier, mais... Pourquoi ? Moi, tout ce que je dis, c'est on sait pas, peut-être je suis teubé. Mais non, par exemple, vous avez une mémoire des détails exceptionnelle. Ce qui ne relève pas d'un déficit. Vous avez une capacité meilleure que la moyenne à retenir des petites choses. Ou alors, c'est parce que j'ai une incapacité à extrapoler à partir de connaissances préexistantes et à hiérarchiser l'importance des informations. Parce que je dis ça parce qu'en fait, je suis en train de lire votre truc là et il y a écrit que c'est un déficit intellectuel, ça, hein. Non, mais vous avez publié 10 vidéos sur votre chaîne en un mois. Si vous aviez un déficit intellectuel, vous pourriez pas réussir à planifier et à initier vos actions comme ça. Non, mais là, le carton de pizza là, vous le voyez ? Je dois l'enjamber pour aller à mon bureau. La dernière fois que j'ai mangé de la pizza, c'était en juillet. Et je suis pas sûr que ce soit cette fois-là. Oui, mais vous arrivez à sociabiliser avec les gens sans que ça empiète sur votre vie personnelle et professionnelle. Mais vous me mettriez ma propre mère en face de moi, je serais même pas capable de la reconnaître tellement j'ai aucune perception sociale. Un jour, j'ai serré la main de mon père et je l'ai vouvoyé parce que j'ai oublié ce que c'était la règle sociale avec lui. Mais oui, mais enfin, ça vous a jamais empêché d'être autonome. Attendez, c'est ça le critère ? Pardon, j'ai dit quoi ? J'en avais rien à foutre de mes difficultés en fait. La seule chose que vous avez envie de savoir, c'est si techniquement je peux aller bosser. Oui, non, je veux dire, soyez sérieux, ça se voit, vous avez pas de déficience intellectuelle, vous savez très bien. Mais je sais rien, c'est vous qui voyez ça. Moi, ce que je crois, c'est que j'ai une déficience intellectuelle, et que si vous la voyez pas, c'est juste parce qu'elle vous dérange pas en fait. Donc, qu'on parle de fonction exécutive, d'intelligence, de mémoire, etc., une grande partie du problème de ces catégories, c'est que leur existence, elle repose sur un mécanisme un peu méconnu de l'épistémologie médicale, la réification. En figure de style, vous devez connaître normalement la personnification. On a déjà parlé sur cette chaîne. C'est quand on va par le langage rendre un truc pas humain, humain pour communiquer une intention particulière. Quand je dis le vent hurle dans les arbres, bon, le vent c'est un machin qui existe, mais c'est pas un humain. Mais je fais comme si parce que c'est plus joli. Bon. La réification, c'est l'inverse. En fait, c'est con, mais dans personnification, vous entendez personne, donc c'est facile. Et réification, c'est l'air difficile, mais réification, le ré, c'est le même ré que dans république. République, c'est la chose publique, et la réification, c'est la chosification. Voilà. Petit moyen néotechnique. Donc la réification, elle ne transforme pas en humain, elle transforme en truc. Alors, c'est possible sur les humains, du coup, parce que quand je dis, par exemple, ferme ta gueule, bon bah ça, techniquement, c'est une réification. Parce qu'a priori, on a plutôt une bouche, et c'est plutôt les animaux qui ont une gueule. Bon pareil, quand je dis Bayrou il a bugué, il est juste resté planté là, et bah je transforme Bayrou en deux trucs, un truc informatique et un poteau. C'est quoi qu'on dit rester planté ? En poteau, j'imagine. Mais faire de quelque chose un truc, dans la psychologie critique, ça veut pas dire chosifier des humains, ça veut dire chosifier des concepts. Par exemple la mémoire. La mémoire, c'est pas un truc. Je veux dire, ça existe pas, la mémoire. Enfin, si, ça existe, mais ça existe au même titre que, je sais rien, la dignité. Voilà. C'est un concept flou qui entoure un certain nombre de notions qu'on arrive à comprendre et à se figurer. En médecine, la mémoire devient un truc uniquement à partir du moment où on dit déficit de mémoire. Rassurez-vous, commencez à me connaître, je commence toujours très compliqué, et puis après, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Quand je dis que la mémoire, c'est pas un truc, ce que je dis, c'est que c'est pas un organe qu'on peut vous sortir du cerveau, poser sur une table et disséquer. C'est pas non plus un fichier rangé dans un disque dur avec un certain nombre d'octets, je sais pas quoi.
D'ailleurs, par pitié, arrêtez de comparer la mémoire des ordinateurs avec la mémoire des humains. Je vous jure, c'est... Non, ça marche pas. Bref. La mémoire, c'est le nom qu'on donne à un ensemble de processus qui permettent à l'être humain de se rapporter au passé pour agir au présent. Ça peut être épisodique, genre se souvenir de l'odeur du dîner de mamie à Noël. Ça peut être procédural, genre faire du vélo. Et vous avez appris, mais vous n'avez pas besoin de penser au moment où vous avez appris à faire du vélo pour que ça vous serve à quelque chose. Ça peut être sémantique et constant. Je sais tout le temps que Paris, c'est la capitale de la France. Et ça peut aussi être exécutif. Par exemple, si je vous dis « retenez la séquence de chiffres suivante », 4, 8, 15, 16, 23, 42. Faites pause et redites-la. Voilà. Il est très possible que vous y arrivez, ou au moins vous en avez 3-4. Demain, c'est presque sûr que non, sauf si l'île le demande. Et même tous ces machins-là, à l'intérieur de la mémoire, bah c'est même pas des machins, c'est des manières qu'on a trouvées de découper les activités humaines complexes pour les rendre analysables, mais on peut pas non plus dire que tout ça, c'est toutes les pièces d'un grand puzzle qu'on appelle la mémoire. Quand on parle de déficit de mémoire, on fait comme si la mémoire, c'était un truc homogène, mesurable, stockable, et qu'on pouvait dire oui, il m'en reste 20%, voilà, il me reste 20% de ma mémoire. À l'inverse, un bras, c'est un truc. Je peux vous enlever 50% de votre bras. Vous aurez un déficit en bras. Ce sera chiant, d'ailleurs. J'ai jamais expérimenté, mais a priori c'est chiant. La vision aussi, c'est un truc, voilà. Perdre 50% de votre acuité, c'est très concret. Bon. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ces réifications, ces manières de transformer en choses des trucs hyper subjectifs, vu qu'elles marchent concrètement dans notre esprit, eh ben on peut les manipuler assez facilement. Et d'ailleurs, selon la personne qui les manipule, ça peut vouloir dire des trucs différents. Genre, par exemple, dans une fiction, quand on dit qu'un personnage a perdu la mémoire, ça veut dire un truc qui, dans la vraie vie, n'existe pas vraiment, ou veut pas dire grand-chose en tout cas. Voilà. Et donc, pourquoi ce titre qui a l'air hyper provocateur et putaclic, avez-vous une déficience intellectuelle? Eh ben parce que, je sais pas vous, mais moi, oui, et pas une petite, une plutôt très grosse. Je ne sais absolument pas planifier des tâches, je hiérarchise extrêmement mal tout, je laisse traîner des trucs, j'oublie des règles sociales ultra basiques, j'oublie des règles d'hygiène ultra basiques. Je suis pas capable de décrire un truc visuel que j'ai pas devant les yeux. Et si vous me demandez s'il y a un truc à modifier dans ce truc visuel, je ne suis pas capable de vous répondre parce que je suis pas capable de m'imaginer ce truc-là différemment de comment il est. Je ne suis pas capable de mémoriser le visage des gens, je pense que j'ai à peu près 6 ou 7 visages en mémoire, c'est tout. Il me faut à peu près une bonne vingtaine de minutes à regarder dans le vide pour pouvoir changer d'activité. Par exemple, là, je vais tourner cette vidéo, je vais regarder dans le vide 20 minutes, et puis après, je vais peut-être commencer à la monter, on verra. Je peux lire 3 pages d'un livre et la seconde d'après avoir aucune idée de ce que je viens de lire ou même de quoi ça parle. Je peux perdre le fil de n'importe quelle discussion dès qu'il y a le moindre petit bruit inattendu autour. Je comprends pas les sous-entendus. Je répète des gestes en boucle qui n'ont absolument aucun sens. Et mon rituel pour aller me coucher dure à peu près 1 heure, et s'il est perturbé, je dois tout recommencer. En fait, si ça, c'est pas un déficit intellectuel, c'est quoi? C'est quoi l'intelligence si tous ces trucs-là me rendent pas moins intelligent? Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ce déficit-là, il n'est pas mesuré. Il n'existe pas dans les classifications parce que la réification intelligence, que font la psychiatrie et la neuropsychologie, elle est hyper orientée. L'intelligence, dans leur définition, c'est pas l'ensemble des manières d'habiter le monde, de se repérer, d'improviser, de rater, de bricoler, non, c'est une jauge très spécifique qui sert à mesurer si vous êtes capable de travailler. Et donc si comme moi, vous êtes capable de faire 10 vidéos en un mois, que vous savez aligner 2 phrases dans un rapport écrit, et que vous arrivez à pas trop mourir de faim en allant quand même faire les courses de temps en temps, alors la psychiatrie, elle dit pas de déficit intellectuel. Même si en vrai, c'est pas du tout votre vécu. En gros, pour être parfaitement correct, j'ai un déficit intellectuel, mais j'ai le bon, c'est-à-dire celui qui dérange pas. Là, c'est con, mais en vrai, c'est pratique pour moi, ça. J'ai pas celui qui empêche de remplir le contrat social minimal, c'est-à-dire bosser, consommer, se débrouiller tout seul. Voilà, celui-là, il existe pour la psychiatrie, pas l'autre. Et c'est exactement à cet endroit-là qu'on voit la vraie fonction de la réification. C'est pas d'attraper une essence cachée de l'intelligence, c'est de découper dans le réel uniquement les dimensions utiles à l'économie et à l'ordre social. L'intelligence, au sens psychiatrique, c'est pas ce que vous êtes capable de penser, de ressentir ou d'inventer, c'est ce que vous êtes capable de produire dans les conditions du monde du travail. Et voilà comment je passe de ce que j'appelle le paradigme déficitaire à l'antipsychiatrie. Parce que la santé ne peut pas être vue dans l'état actuel autrement qu'à travers le manque, la perte, l'appauvrissement par rapport à une norme sociale et productive. Une fois qu'on a rendu ça visible, l'antipsychiatrie, c'est plus juste un concept intéressant, c'est une nécessité sanitaire. Parce que la psychiatrie ne peut pas penser sans ce cadre. C'est ce paradigme qui justifie que la psychiatrie existe.
Mesurer des déficits, objectiver des manques, décider de ce qui est fonctionnel ou pas, c'est son rôle. Si on lui enlève ça, elle n'a plus de socle, elle n'a plus de légitimité scientifique, elle n'a plus de raison d'être. Tant qu'on reste dedans, on sera condamné à traiter les vies humaines comme des trucs déficitaires où il faudrait remplir et essayer de faire en sorte que la jauge soit à peu près au niveau. Et dire qu'il faudrait sortir du paradigme déficitaire, c'est pas proposer de réformer la psychiatrie, c'est justement comprendre pourquoi elle ne peut pas se réformer. Et pourquoi il faut, à un moment, la dépasser.